Sud Radio, Ça roule. Pierre Chasseret, Laurence Perrault. Padam, pam, pam. Et il est avec nous, on vous l'a annoncé en début d'émission, Pierre Chasseret, mais surtout notre invité, alors monsieur le ministre, monsieur le passionné de voitures et d'auto, monsieur qui décrit dans Le Figaro « Arrêtons de punir les automobilistes ». Luc Ferry, qui est également philosophe et auteur de nombreux livres, est avec nous. Bonjour monsieur Ferry. On dit plus monsieur le ministre alors? Mais non, arrêtez. Bon, appelez-moi ta majesté comme dans Amicalement Vôtre. Bon, Luc Ferry, moi je suis le DG de 40 millions d'automobilistes, l'association, quand j'ai lu ça. Je connais. J'ai pris mon petit lait et je le buvais. Je buvais ma petite tasse de petit lait. J'étais parfaitement bien à la lecture de ce document. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume pour dénoncer? C'est un ras-le-bol généralisé. Un vrai coup de gueule en plus, l'article. Parce qu'on attend de vous du politiquement correct. On s'attendait pas à ça. L'ancien ministre, on se dit quand même jamais il osera. Mais justement, on est tous pour l'écologie, on est tous pour les villes propres, on est tous contre la pollution du bruit, qui est très importante, contre les gaz à effet de serre. Tout ça, on est tous d'accord. Le problème, c'est comment on fait. Et vous avez au fond, il y a trois raisons. La première raison, c'est que les politiques aujourd'hui, en tout cas Madame Hidalgo avant toute chose, ne comprennent absolument rien, mais rien, à la troisième révolution industrielle. Elles ne comprennent rien au fait que les constructeurs sont aujourd'hui capables de fabriquer des voitures qui n'émettent aucun bruit et aucun gaz à effet de serre et qui en plus très rapidement, j'ai essayé la voiture de Valeo qui est vraiment géniale, la voiture autonome. J'ai fait 4 km dans Paris sans toucher une seule fois le volant et elle conduit mieux que la plupart des conducteurs. Et donc, on va avoir des voitures qui seront absolument propres, qui ne feront aucun bruit et qui seront autonomes. Il faut préparer cette mobilité-là. Au lieu de... Madame Hidalgo, elle vit dans les années 50. Elle pense à la traction avant de son grand-père. J'ai un petit souci, Luc Ferry. Et donc, elle ne comprend absolument pas qu'il faut, au contraire de ce qu'elle fait, organiser la fluidité dans la ville. Bien sûr, c'est vital. Vous avez vu le rapport qui a été présenté donc à la mairie de Paris et qui préconise ils sont cinglés. La suppression des voies sur le périphérique, le passage à 50. Ils sont complètement fous. Sauf que là-dedans, c'est, j'ai envie de dire, tout parti politique confondu. Ils s'y sont tous mis. Mais c'est ce que je vous dis. Je vous disais, les politiques ne comprennent absolument rien à la troisième révolution industrielle. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas. Vous avez deux problèmes différents, juste pour cadrer l'ensemble, parce qu'on parle là de Paris, mais il y a la province. Hervé Lebras, un de nos plus grands démographes, vient de publier un livre d'ailleurs très intéressant qui s'appelle Malheureux dans un monde meilleur, dans un monde heureux, la France. Et il parle de ce que les démographes connaissent tous, la diagonale du vide, qui part en gros du nord-est de la France et qui va jusqu'au sud-ouest. C'est une diagonale dans laquelle habitent des gens, donc des millions de gens, c'est pas n'importe quoi, des millions de gens qui sont à 15 km de toute espèce de sociabilité. C'est à 15 km du bistrot, du restaurant, de l'église, du supermarché, des amis, du magasin, de l'école. C'est très important, l'école. Et donc à 15 km sont des gens qui sont morts socialement si vous supprimez la voiture. Or, qu'est-ce qu'on a fait? Les 80 km/h, les radars, les contrôles techniques absurdes, alors je pourrais vous raconter les contrôles techniques, j'en ai des trucs délirants. On m'a demandé de changer le triangle avant de ma bagnole, je suis allé chez le constructeur, il m'a dit mais il est en parfait état, il est comme neuf. Donc tous les 2 ans, passer 5 ans, tout ça est ridicule. Et donc plus le hausse de prix des carburants, pour quelqu'un qui est au SMIC, on a mis les gilets jaunes dehors, pour quelqu'un qui est au SMIC qui gagne 1 200 € net, si vous augmentez le budget d'essence de 80 €, plus les radars, plus les contrôles techniques, plus il a un diesel, mais vous le tuez. Socialement, vous le tuez. Ça a été l'origine des Gilets jaunes. On n'a rien compris à ça. Donc, et ça a été l'origine des Gilets jaunes, mais ça a été aussi l'origine de la haine des élites parisiennes. Donc, encore une fois, je le répète, nous voulons tous, je ne suis pas un gros con de pollueur, nous voulons tous des villes propres, mais encore une fois, ces gens ne comprennent absolument pas que la ville propre, c'est la voiture hybride ou électrique autonome. Et c'est ça l'avenir, il faut le préparer. Alors, on rappelle que vous êtes un passionné de voiture, on va en parler dans quelques instants. Je voudrais juste, Pierre, commencer l'article. Arrêtons de punir les automobilistes, signé Luc Ferry. L'exact opposé de ces élus des grandes villes, donc pas que Paris, qui ont décidé de punir, Bordeaux, par exemple. Qui ont décidé de punir les automobilistes et organisent, comme à Paris, des encombrements artificiels fabriqués volontairement pour dissuader les conducteurs de prendre leur voiture. Vous dites qu'ils créent carrément des encombrements artificiels. Mais bien sûr, c'est évidemment fait exprès, puisqu'il y a un deal entre Madame Hidalgo à Paris, pour reprendre l'exemple de Paris, et puis les Verts, pour réduire de 50% le nombre de voitures à Paris. Et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est un petit peu comme le harcèlement dans les entreprises, c'est d'emmerder les gens, pour parler comme Pompidou, voilà, et de les dissuader parce qu'il y a trop d'encombrement. Place de la Madeleine, c'est une horreur. Mais ils doivent
retourner dans sa tombe, Pompidou. La laideur, c'est très important parce que ce que aussi Madame Hidalgo ne comprend pas, c'est qu'il y a une beauté urbaine. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Les boulevards historiques de Paris, qui ont été les boulevards de la Bohème, moi j'ai écrit un livre sur la Bohème parisienne entre 1830 et 1900, Montparnasse, Port-Royal, Saint-Marcel, mais c'est horrible aujourd'hui, c'est complètement bétonné. Alors je vais vous faire sourire quand même, parce que moi ces phénomènes hidalguesques qui sont très parisianistes, c'est une catastrophe. Eh bien j'appelle ça la gangrène de la mauvaise idée, c'est-à-dire que ça part de Paris, ensuite chaque maire de grande ville essaye de faire la même chose. Dernier exemple en date, moi ça m'a fait beaucoup rire, la piétonisation des voies sur berge angevines qui était à l'étude à Angers. Ils se mettent à vouloir piétoniser les voies sur berge. Non mais c'est ridicule. Et encore une fois, j'insiste, c'est pas la bonne manière de faire de l'écologie. Je suis absolument pour la ville propre. N'oubliez pas aussi une chose. Excusez-moi, Monsieur Ferré, mais les bouchons qui sont recréés polluent ça pollue beaucoup, mais 10 fois plus. Mais évidemment qu'une alors, fluidité. Ils disent, attendez, on a fait des prises d'air sur les berges. Alors, évidemment, d'accord, mais si vous allez prenez parce que dans ce cas-là, on prend d'autres voies pour circuler. Allez voir le boulevard Saint-Germain à Paris à 9h du matin, mais c'est pour les gens qui habitent là, mais c'est invivable. Est-ce que vous vous souvenez de Karl Lagerfeld qui avait fait cette sortie, qui disait, et qui habitait du côté du boulevard Saint-Germain, et qui disait je ne peux plus ouvrir mes fenêtres. Mais on peut pas ouvrir les fenêtres, c'est impossible. Depuis la piétonisation des voies sur berge. Rue de Rivoli, rue Blanche, c'est une horreur. Donc les Champs-Élysées, ça va devenir une catastrophe. Sur les voies sur berge, vous voyez passer un biclou toutes les 2 heures, et nous on est sur une file à polluer un maximum parce que il faut réfléchir 3 secondes. Moins une voiture est dans la fluidité, plus elle pollue évidemment. Donc tout ça est absurde. Et donc ils ne comprennent rien à la vie. Et en plus, juste un mot, moi, parce qu'ils me disent évidemment, t'as qu'à prendre le métro. Mais ma mère, elle a 94 ans, elle peut pas prendre le métro. Et puis il n'y a pas que ça, Luc Ferry. C'est que là, on parle des Parisiens à la limite qui pourraient prendre le métro, mais les banlieusards, ils peuvent pas. Et c'est une vraie problématique. Bien sûr. Moi, j'habitais à Fontenay-Saint-Père-Sénéoise quand j'étais étudiant, que je faisais donc à 60 km de Paris. Il y avait ni bus, ni métro, ni train. Je pouvais pas faire autrement. Toujours pas aujourd'hui. Voilà. Et pour les vieux, appelons-les par leur nom, pour les vieux, encore une fois, ma maman, elle a 94 ans, elle ne peut pas prendre le métro parce qu'elle ne peut pas s'y asseoir, elle est bousculée, et que pour sortir, quelquefois, il y a 3 escaliers qu'elle ne peut pas monter, donc elle est obligée de prendre le bus, mais le bus, il est bloqué lui aussi, place de la Madeleine aujourd'hui, donc tout ça est absurde. Et donc, la diagonale du vide en province, plus les encombrements organisés dans les villes, qui vont à l'encontre absolue de la préoccupation écologiste. C'est ça le problème. Donc tout ça est absurde. Ces gens ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. C'est au philosophe que je veux m'adresser. Ce que je trouve étonnant, c'est que dans un contexte tel que celui-ci, qui a besoin d'apaisement, clairement, on est dans un pays qui, depuis 6 mois, voit des mouvements chaque week-end. Ça devient... Mais qui viennent de là, d'ailleurs, qui sont liés à la bagnole. 99%, c'est de la voiture. Comment se fait-il que nos politiques... Comment se fait-il que nos politiques n'aient pas compris qu'on a une nécessité impérative d'apaisement, notamment autour de l'outil automobile? Même Édouard Philippe commence un peu à s'en rendre compte. Oui, mais enfin, tout ça pour ça. Est-ce qu'il a vraiment fallu 6 mois? En plus, Édouard Philippe, il a dit pendant des mois, non, je garde le cap, jusqu'à ce qu'il fasse demi-tour. Et en plus, de manière un peu, enfin, je ne veux pas employer des mots déplaisants, mais enfin, un peu lâche quand même, parce qu'on renvoie au département, là, on renvoie la patate chaude. Bon, tout ça n'est pas bien, voilà. Et en plus, vraiment, les gilets jaunes, ça part de la bagnole d'abord et avant tout. C'est ça, comme vous dites, c'est qu'il y a eu une multitude d'étapes qui ont fait exploser la goutte. Mais les JO, ils ne sont pas pour quelque chose. Là, on parle de Paris. Est-ce que Hidalgo, elle ne veut pas accélérer le mouvement aussi? Non, mais il faudrait que Madame Hidalgo aille voir le CES de Las Vegas. Au CES de Las Vegas, les congressistes, donc le CES, c'est donc un symposium mondial je le dis pour ceux qui ne sauraient pas ça, des nouvelles technologies. Les congressistes sont baladés dans la ville avec des voitures autonomes, hybrides ou électriques. Encore une fois, moi j'ai fait... On renvoie de Paris. On prépare les JO, on a renvoyé une image de tout le monde avec des casquettes, des bérettes, il va chercher du pain à vélo. Et la réalité, quand on va avoir les caméras du monde entier braquées sur Paris, ça ne sera que des bouchons. Sans les JO, on roule déjà plus. Il n'y a plus les JO, mais il y a les gilets jaunes. Voilà. Et on aura des encombrements en plus hyper polluants au lieu de préparer cette mobilité. Et les constructeurs sont prêts à ça. Encore une fois, il y a 2 pollutions très importantes. Il y a les gaz à effet de serre et puis il y a le bruit. Mais alors, je ne vais pas citer de marque, mais enfin quand même, les nouvelles Tesla, les nouvelles BMW et puis quelques Renault, PSA s'y met. Tavares est un type formidable, d'ailleurs, il comprend tout ça. Il est extrêmement intelligent. En plus, il conduit très bien aussi. Mais voilà, c'est quelqu'un qui comprend très bien. Alors,
il faut être honnête, il reste des problèmes scientifiques et techniques à résoudre. La fabrication et le recyclage des batteries, on a un problème de terres rares, de métaux rares, parce que le livre de Guillaume Pitron et la guerre des métaux rares est très important sur le sujet. Les terres rares, on en a besoin dans tout ce qui est moteur électrique, batterie. Mais l'hybride, c'est top. Voilà, mais l'hybride, c'est top. Mais de toute façon, c'est un problème qu'on va régler. Et donc, au lieu d'investir dans le bétonnage de Paris pour rendre la ville abominable et foutre des arbres et des prairies à Paris, ce qui est absurde, en termes de beauté urbaine, c'est complètement idiot. Mais au lieu de faire ça, il faut préparer cette mobilité de 2025-2030. Ça va aller très très vite. Et là, tout ce bétonnage, on va être obligé de le casser un jour. Ça me rappelle votre livre, La sagesse et folie du monde qui vient. Alors vous l'avez fait avec un économiste, M. Bouzou, chez XO, mais voilà, on est aussi dans cette folie totale d'incompréhension du monde qui vient. Voilà. Et ce monde qui vient, il est plein de promesses magnifiques, il est plein de dangers comme toute grande révolution industrielle. La révolution de l'intelligence artificielle et de la robotique contient des dangers, mais surtout des promesses magnifiques et surtout en termes de mobilité. On va avoir des drones à Paris, des taxis-drones dans 5 ans. Et donc tout ça, ces gens ne le comprennent pas. Et donc il faut préparer, parce que pour la voiture autonome, on aura besoin d'infrastructures. La seule chose, par exemple, que la voiture autonome à Paris ne puisse pas traverser, je vais vous dire, c'est la place de l'Étoile, pour une raison qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'elle respecte le code de la route. Respecter le code de la route, place de l'Étoile, c'est pas possible. Elle est bloquée tout le temps. Mais sinon, elle passe partout. Alors, Luc Ferry, restez avec nous. On continue d'être en votre compagnie dans Ça roule ce matin et merci de nous accorder votre temps. Je rappelle l'article que vous avez signé dans le Figaro, c'était le 15 mai dernier, donc il n'y a pas longtemps. Arrêtons de punir les automobilistes. Franchement, ça vaut le coup de le lire, que vous soyez parisien ou pas parisien, parce que ce qui se passe à Paris arrive dans vos villes également. Luc Ferry est avec nous et vous voulez réagir, nous rejoindre 0826 300 300. Sud Radio, ça roule. Pierre Chasseret. Laurence Perrault. Arrêtons de punir les automobilistes. C'est ainsi que signe Luc Ferry, qui est notre invité, entre autres magnifiquement passionné de voitures et de motos, écrivain, philosophe, ce n'est pas tout. Luc Ferry, vous avez écrit Arrêtons de punir les automobilistes. On en parle, Pierre, depuis un petit moment. C'est surtout évidemment l'exemple de la capitale où tout est n'importe quoi. D'ailleurs, dans votre article, vous regrettez un peu Pompidou, Ah ben oui, c'est lui qui avait fait construire les voies sur berge. Et ces voies sur berge aujourd'hui, alors il y a un discours, je cite, où il dit 23 millions de personnes ont emprunté les voies sur berge. Et il dit c'est la plus belle émotion esthétique qu'on puisse avoir quand on sort de ces voies au niveau du Louvre, c'est absolument sublime. Tout ça a disparu. Le tunnel du Louvre est bouché, les voies sur berge sont bétonnées, tout ça est devenu horriblement laid, c'est d'une laideur absolue. On voit passer encore une fois un cycliste tous les quarts d'heure, je disais tous les 2 heures, j'exagère un peu, mais c'est tous les quarts d'heure. Alors que nous, on est bloqués dans la bagnole, on peut rien faire. Et encore une fois, ce que les gens, j'aimerais vraiment y insister, il ne s'agit pas de défendre la pollution sonore et la pollution de gaz à effet de serre. Il s'agit de dire que, encore une fois, les constructeurs sont capables aujourd'hui de fabriquer des voitures absolument propres. Ils le font d'ailleurs, et qui sont magnifiques, en plus, qui sont hyper agréables à conduire. Quand on compare à ce qu'il y avait il y a 40 ans comme véhicule et aujourd'hui, on est plus dans le même monde. Mais voilà, or nos politiques ils prennent des mesures dignes des années 80. C'est ça le fond du problème. Et encore une fois, je ne défends absolument pas la beaufitude anti-écolo. C'est absolument pas le problème. On est tous d'accord. J'en parlais avec le patron du journal dans lequel je suis essayeur, avec Thierry Soave, qui a créé Carla F, ce magnifique journal. Et il me disait, mais on est tous à fond pour l'écologie. C'est pas du tout. Il ne s'agit pas de revenir à la bagnole polluante, etc. Mais non, au contraire. Donc on a maintenant des voitures propres. Écolo, alors là, on n'y a pas beaucoup. On a des voitures propres, sûres, confortables et qui n'émettent aucun bruit et aucun gaz à effet de serre, pourvu qu'on résolve le problème des batteries. Luc, vous dites dans votre article qui est paru au Figaro le 15 mai dernier, arrêtons de punir les automobilistes. Le but de cette punition collective, de ces pertes de temps colossales infligées à tous ceux qui ne peuvent se déplacer qu'à l'air libre, en particulier aux malheureux qui viennent de la grande banlieue, et de transformer nos centres-villes en cités mortes, musées pour bobos friqués, quitte à détruire le paysage urbain en essayant à tout prix de mettre la campagne à la ville. Ah oui. La place de la Madeleine, c'est ridicule. Il n'y a pas que la place de... mais c'est pareil. Non, mais parce que là, elle va mettre carrément une prairie. Attendez, on va mettre des vaches. Donc il y a une prairie avec des arbres. Enfin, c'est malade. C'est une place magnifique en beauté urbaine. Si on aime la campagne qu'on a... Moi, j'adore la campagne, mais que je vais à la campagne. J'ai pas envie de voir la campagne, boulevard Montparnasse ou place de la Madeleine. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci de votre patience. Vous appelez de l'Essonne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah bah déjà, je sais ce que vous allez dire si vous habitez l'Essonne. Ou alors vous êtes courageux. Oui, il faut être courageux pour aller à Paris quand on vient de Mency. C'est vrai, à certaines heures, on met 2 heures pour faire 40 km au minimum. Et encore, c'est pas le pire, 2 heures pour 40 km. Et moi, si vous devez traverser en entier, vous mettez 3h30, oui.
Voilà, c'est ça. Vous Alors rejoignez... moi, je voulais vous rejoindre et merci de m'accueillir. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour. Salut. Je voulais vous rejoindre pour me soulever de nouveau un problème, c'est qu'on est reparti à fond sur l'automatisation du contrôle routier, mais on n'a plus beaucoup de présence de forces de l'ordre sur le terrain pour sanctionner les vrais comportements dangereux. Ben oui, les vrais. Et on devrait avoir beaucoup plus de discernement pour que la règle soit mieux acceptée de tous et rester dans un continuum éducatif comme on le fait dans les entreprises pour les conducteurs, de manière à ce que il y ait une vraie pédagogie, il y ait une vraie connaissance du risque routier, de l'évolution, de la circulation, etc. Il faut qu'on adapte les discours, il faut que l'on fasse beaucoup plus de prévention et d'éducation. Je parle notamment des psychotropes, c'est un domaine que je connais très bien. Les psychotropes que sont l'alcool, les drogues illicites, mais aussi les drogues licites, et on n'en parle pas suffisamment. On est premiers consommateurs d'un certain nombre de substances qui, unis à des cocktails alcooliques, font quand même de sacrés dégâts. Allez au bout, Daniel, s'il vous plaît. Oui, et on est toujours pas dans la possibilité aujourd'hui d'intervenir sur les comportements dangereux comme certaines conduites qui sont avec le téléphone ou autre. Voilà. Alors, donc, Daniel, bonjour. Daniel, la stupidité que je vais pouvoir te prouver là dans ces contrôles sanctions automatisés, c'est la privatisation du contrôle radar. C'est-à-dire qu'on met des entreprises sur les routes qui ne peuvent plus arrêter. Par exemple, on voit quelqu'un qui titube à moitié en voiture. Oui, on peut tituber en voiture. Vous imaginez l'image un petit peu de la voiture qui oscille. On sait très bien qu'il est à 2,5 g à l'intérieur, mais la société privée ne peut pas l'arrêter. Elle peut que prendre en photo les vitesses. Et comme on n'a plus les forces de l'ordre sur la route, et Daniel, je sais qu'il est attaché, au début, eh bien, on n'a plus ça. Et les dernières mesures, les seules mesures qui ont été mises en place sur l'alcoolémie ces derniers temps, c'est l'abaissement du taux légal pour les jeunes, et point, mais pas de contrôle derrière, rien, pas d'outils de prévention, pas d'éthylotest, que dalle. Bref, on est dans une société qui punit et qui dégoûte, c'est ce que nous dit Luc Ferry. Et puis derrière, on n'est pas dans une société qui fait de la prévention ou qui imagine l'avenir, qui éduque, qui sensibilise à long terme, hein, Luc Ferry. Je crois que ce que vous disiez tout à l'heure était très, très juste sur les causes des accidents. C'est très rare que la vitesse soit la cause de l'accident. C'est extrêmement rare. La cause de l'accident, alors évidemment, les gens ne comprennent pas ça, mais il suffit de réfléchir 3 secondes pour le comprendre. Si les voitures ne dépassaient pas 10 km/h, il y aurait très peu de morts, d'accord ? La vitesse, mais ça ne veut pas dire que la vitesse est la cause. Ça veut dire que, évidemment, s'il y a un accident dans une voiture qui va vite, il y a forcément des blessés ou des morts, ou les deux. Mais c'est pas la vitesse à proprement parler qui est la cause. En revanche, comme un avion quand il s'écrase, c'est pas la vitesse. C'est pas la vitesse, mais quand il s'écrase, il y a des morts, mais c'est pas la vitesse qui a causé à proprement parler l'accident. Et donc en Allemagne, par exemple, où il y a des très fortes limitations de vitesse, mais des secteurs entiers où il n'y a pas de limitation de vitesse, il y a 3 fois moins ou 2 fois et demi moins d'accidents qu'en France, d'accidents mortels qu'en France. Et donc il faut regarder, d'ailleurs c'est très intéressant de regarder les statistiques européennes d'accidentologie, parce qu'on s'aperçoit que les véritables causes, c'est beaucoup plus en effet ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, l'alcool, le mélange fatal d'alcool et de shit, ça c'est absolument terrifiant, et ça ce sont des vraies causes. France, 15e pays européen de la sécurité routière en 2018, est en train de glisser sur 2019, et pendant ce temps-là, tous les autres pays, mais il faut voir qui on a devant, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de quoi être fier, hein, vraiment, parce qu'on est sur une sanction purement automatisée, contrôle vitesse. D'ailleurs, quand on dit sécurité routière en France, les gens pensent radar. Et argentière, c'est-à-dire qu'en France, la sécurité routière, c'est simplement la rentabilité routière. La rentabilité. Moi, je suis pas contre Merci beaucoup à Daniel qui nous appelait de l'Essonne à Mancy. Merci à vous, en effet, Bonne journée, on est tout à fait d'accord. Sur la limitation de vitesse, il en faut évidemment, mais il faut qu'il y ait des endroits, par exemple, moi je serais très favorable à ce que, pour inciter les gens, quand il y a des grands départs en vacances, à ne pas partir le week-end, qu'on abaisse, enfin, ou qu'on élève, je ne sais pas comment dire, les limitations de vitesse sur l'autoroute, quand on a des 3 voies et qu'il n'y a personne sur l'autoroute. On pourrait très bien rouler sans aucun danger à 150 ou 160 km/h dans une bonne voiture, mais pas les jours où il y a énormément de monde. Donc ça inciterait les gens à partir plutôt en semaine qu'en week-end, et ça rendrait la conduite beaucoup moins ennuyeuse, parce que moi, je vais vous dire, je suis beaucoup plus dangereux à 90 qu'à 160, parce que je m'endors. Ça dépend, ça dépend des gens, mais ça, après on peut pas non plus faire d'une généralité. Qu'on module, ce que je veux dire, alors on peut discuter, mais qu'on module les limitations de vitesse. Il faut les moduler. Juste là, c'est effectivement Daniel qui nous appelait de Mancy, qui nous a fait dériver sur ce sujet fort intéressant, puis on en parle assez souvent dans Ça roule, mais revenons évidemment sur ce qui a motivé votre papier dans le Figaro, arrêtons de punir les automobilistes. Vous voyez une solution à ce qui se passe aujourd'hui ou non ? Malheureusement,
tout le monde laisse faire ce qui se passe à Paris et partout ailleurs. Non, parce qu'on a beau moi, je vois. Alors, je prends des taxis. Alors, je prends énormément le métro, je prends le bus, mais le bus, il est bloqué aussi. Et je vois les gens qui ils hurlent, ils deviennent fous dans les encombrements. Et c'est très dangereux, d'ailleurs, parce qu'ils font des manœuvres brutales, ils deviennent cinglés. Bon. Et donc, ils râlent, mais on peut rien faire. Politiquement, on peut rien faire. En plus, il y a une espèce d'accord presque unanime sur le plan politique, parce que nos politiques ont tellement peur de ne pas avoir le vote des écologistes ou l'approbation des écologistes que finalement, ils se rangent derrière les plus verts possibles. Et c'est dingue, c'est toujours un petit nombre qui fait la loi dans ce pays. C'est un petit nombre qui fait la loi, et notamment à Paris. Si vous voulez être maire de Paris, il faut les voix des écolos. Et les écolos sont absolument anti-bagnole. Et donc, encore une fois, c'est un manque de compréhension de l'avenir de la mobilité. Ce qui se passe en ce moment, c'est une vraie évolution. Ça pose juste une question. Est-ce qu'on est dans un pays qui peut se permettre d'avoir un maire de Paris à l'heure actuelle où il faudrait, au contraire, peut-être renforcer les pouvoirs de la région Île-de-France? Parce qu'il n'y a plus de frontières maintenant entre les villes. Je ne sais pas quelle est la solution politique. La solution politique, ce serait de vous présenter. J'ai passé l'envie et l'âge. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'encore une fois, nos politiques, mais c'est pas simplement le secteur de l'automobile, c'est dans tous les domaines, qui prennent conscience de la troisième révolution industrielle, de l'IA, de la robotique, qui va tout changer dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de la mobilité. Monsieur Ferry, pour vous remercier d'être venu avec nous et évoquer tout vous cela allez m'offrir en direct. Une Ferrari. J'aimerais bien, mais malheureusement aussi, mais en majorette, ça vous va? Moi, je prends la majorette. Toi, tu prends la majorette. Je prends la Ferrari, j'ai ce qu'il faut à la maison. Je voudrais juste qu'on parle de votre passion, parce que il nous reste 2 minutes. Vous êtes un vrai passionné de voitures, passionné de voitures de course. Vous êtes essayeur pour le magazine Car Life Magazine. Et qu'est-ce qui motive chez vous cette passion de la voiture? C'est une histoire de génération? Vous avez eu... Non, alors d'abord, mon père était constructeur de voitures de course. C'était un des plus grands pilotes avant-garde. Mais c'est pas que ça. C'est que la voiture, ça a été quand même l'histoire aussi de la liberté. Moi, je veux bien le covoiturage, d'accord. Mais enfin, quand j'avais ma vieille 2 chevaux et que j'étais amoureux, je préférais pas trop convoiturer et plutôt être avec ma copine plutôt qu'avec quelqu'un avec 3 personnes dans la bagnole. Bon, et donc c'était quand même la liberté. Et puis c'est vrai que c'est très amusant. Tiens, question. L'endroit où je me repose le plus, c'est en voiture. Si vous devez choisir, Paris, en ce moment. Si vous devez choisir une petite voiture de collection un peu traditionnelle qui a marqué l'histoire du paysage français, ça serait laquelle pour vous? Ce serait... Alors, non, vraiment voiture de collection. Oui, moi j'ai eu 4 2 chevaux. J'ai une 4 chevaux Renault des années 40 qui est absolument sublime, qui est magnifique. Une petite 4 chevaux rouge qui est absolument magnifique. Mais dans les très belles voitures, pour moi, il n'y a rien au-dessus d'une Bugatti 35B. Voilà, c'est un 8 cylindres. J'ai conduit ça beaucoup. C'est une voiture absolument merveilleuse. Et mon père a eu pendant 10 ans le record du Tour sur le 9 km à Montlhéry sur 35B. Donc pour moi, c'est une voiture, on en a eu plein à la maison parce que il était pilote, puis il avait été pilote Bugatti, donc on avait toutes ces bagnoles au lendemain de la guerre, on avait, je sais pas, peut-être 100 Bugatti à la maison, parce que à l'époque ça valait pas strictement rien. Je pensais que vous alliez me dire la Fiat Multipla, je suis déçu. Il y a eu la R6 aussi qui était bien. Qui était bien. Et puis celle qui semblait à la Panda poire, était bien la aussi. Renault 14 aussi. Vous vous souvenez de la poire, la Renault 14? Ils ont fait des choses vraiment abominables. Mais ils ont Alors essayé. que la petite 4 chevaux était mignonne quand même. Mais ils ont essayé de faire des choses. La 4 chevaux est magnifique. Elle était vraiment très très mimi. Bon, il va falloir qu'on se quitte, monsieur Ferry, c'est 2 chevaux, dommage. 4 chevaux, mais 4 chevaux, j'ai un petit fait parce que c'est vraiment une petite voiture très jolie. adorable. Je suis assez d'accord. Moi, bon, après, Dodoche et 4L, je reste assez fan du côté très populaire, liberté, vacances, oui, et puis vous avez un changement de vitesse qui... Moi, je garde ma coccinelle. Au tableau de bord. Je garde ma coccinelle. Je suis très allemande. C'est mignon aussi la coccinelle. Double embrayage. C'était le modèle de la 2 chevaux, comme vous savez. En fait, les ingénieurs de Renault avaient copié sur la coccinelle. Exactement. Moi, monsieur Ferry, vous vous me réinviterez. J'ai pas encore ma boîte cadeau, alors vous me réinviterez. Avec plaisir. Luc Ferry était avec nous. Salut mon Pierre. Ah bah non, pas salut, parce que salut du coup, Malolo, on se retrouve dans 3 minutes. Voilà, on va parler des auto-écoles. Tiens, allez, on va changer de sujet tout en restant dans Ça roule. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, ça roule.